Je vais vous présenter ces deux costumes que vous avez peut-être déjà vus au sein de l'exposition. Et je vais d'abord revenir en introduction un petit peu sur le processus créatif, de quelle manière on procède pour l'élaboration de tels vêtements qui sont à mi-chemin entre la reconstitution et l'interprétation. En fait, il y a plusieurs degrés de costumes, et donc on suit une méthodologie assez précise. Si vous avez déjà assisté à la conférence au mois de juin, vous avez déjà eu un petit aperçu. Donc moi je fais partie, je réside à Londres actuellement, je fais partie d'une institution qui s'appelle The School of Historical Dress, où on pratique une méthodologie qu'on appelle des 4 C, et on s'attache à étudier le vêtement par 4 biais, à savoir le contenu, c'est-à-dire tous les matériaux qui composent un vêtement, la coupe, donc c'est-à-dire le patron, la façon dont les vêtements sont coupés et mis en forme, la construction, très important, toutes les techniques, les points de couture, les différentes techniques élaborées, que ce soit à la main, que ce soit à la machine, les différents points utilisés, les façons dont on met des entoilages, par exemple, pour mettre en forme le vêtement. Ou ça, c'est quand il est cousu, mais des fois, ça peut être mis en forme comme un chapeau. Donc là, on utilise encore d'autres techniques. Et on étudie, enfin, bien entendu, très important, le contexte. Qui porte quoi, à quelle époque, à quelle occasion. Bien évidemment, toutes les couches de la population ne portent pas exactement le même type de vêtements, que ce soit au niveau principalement du contenu, au niveau des textiles, et ensuite parfois même au niveau de la coupe. Il peut y avoir des différences entre les différentes catégories sociales. Donc c'est très important, quand on travaille à ce genre de reconstitution, à veiller à travailler sur tous ces éléments-là à la fois, et pas juste prendre un tableau et se dire tiens, je vais faire ça, et puis basta. Donc il y a différents niveaux de reconstitution, je ne vais pas m'appesantir là-dessus, mais en tout cas, ceux qui sont présentés dans l'exposition sont à peu près sur 3 niveaux, que ce soit la reconstitution, où généralement là on essaie d'être au plus proche d'une pièce qui pouvait exister à l'époque, mais ça sous-entend qu'on a des pièces réelles qui nous soient parvenues aujourd'hui sur lesquelles on peut s'appuyer, ce qui n'est pas toujours le cas, d'où la nécessité d'avoir fait ces reconstitutions. Certaines pièces de vêtements nous sont parvenues, mais d'autres on n'en a aucune idée, donc c'est là où on est un petit peu plus dans la transposition, c'est-à-dire qu'on essaye de retranscrire visuellement, mais après on invente plus ou moins les techniques, la coupe par exemple. On ne sait pas la coupe précise que peut avoir un vêtement, on y reviendra dessus un petit peu plus tard. Et donc voilà, je m'étais inspiré des modes donc des hautes couches de la société, plutôt de la société bourgeoise aux Pays-Bas du Nord plutôt, dans les années 1620 à peu près. Là vous avez, c'est une des images qui m'a servi de modèle. Et puis après, bien entendu, beaucoup d'autres peintres, beaucoup d'autres au niveau visuel, voilà, des peintres comme Frans Hals par exemple. Mais aussi bien entendu donc des pièces conservées, donc extrêmement important pour pouvoir en tirer des informations techniques, les patrons bien entendu. Donc là par exemple le patron que vous avez juste après, c'est celui du pourpoint et du haut de chausse là, de Gustave II de Suède, qui est conservé au Livrustkammaren. Au moins pour les hommes à cette époque-là, il y a quand même une silhouette assez générale sur toute l'Europe, donc on peut se permettre de piocher un petit peu dans différents pays. Sachant qu'en France, à ma connaissance, on n'a pas de haute chose conservée, et on a extrêmement peu de pourpoints et pas forcément en bon état, donc il y avait nécessité d'aller voir dans d'autres collections étrangères. Les publications sont très précieuses, donc ça c'est un des ouvrages publiés par mes collègues de la School of Historical Dress sur la mode masculine, justement dans ces années-là, 1620-1630, donc des ouvrages très détaillés avec toutes les différentes couches qui peuvent composer le vêtement. C'est évidemment pas qu'un tissu extérieur, il y a de la doublure, mais aussi les triplures, les entoilages, tous les matériaux nécessaires à l'intérieur, des baleines, du lin, des couches de lin collées, contre-collées, et tout assemblé avec des techniques vraiment spécifiques.
que j'ai essayé de suivre au plus près, avec la limite que les vêtements que vous allez voir aujourd'hui n'ont pas été confectionnés entièrement à la main, comme ça aurait été le cas à l'époque, pour des questions de budget et des questions de temps, mais il y a un mélange de machine et de main. Bien entendu, la machine à coudre arrive, la première machine à coudre est inventée en 1828, et ça ne devient pas commun avant le milieu du 19e siècle, donc à l'époque, au XVIIe siècle, tout est entièrement fait à la main et par différentes corporations de métiers. Là, j'ai fait un peu le métier de 4 ou 5, voire plus, différentes catégories sociales, catégories de métiers, qui généralement n'avaient pas le droit de faire ce que les autres faisaient. Donc là, j'ai fait du travail de tailleur, j'ai fait du travail de lingère, j'aurais pu faire du travail de broderie, mais on a essayé de limiter ça. Il y a du travail qui est plutôt des marchands merciers à l'époque. Voilà, il y a différents corps de métier, des couturières, différents corps de métier, et il a fallu que, avec l'aide de mes camarades aussi de l'école qui m'ont bien aidé, voilà, il a fallu faire représenter tous ces corps de métier qui étaient extrêmement spécialisés à l'époque. Donc voilà, quelques images de la confection ici, tout en utilisant des matériaux, par contre, qui sont le plus proche possible de ce qu'on trouvait à l'époque, donc que des matériaux naturels, de la laine, du lin, de la soie, quelques mélanges coton et lin, ou coton et soie, pour des raisons pareilles pratiques ou de budget, parce qu'on a parfois de grandes difficultés à trouver des matériaux identiques ou en tout cas très proches de ce qu'on avait à l'époque, mais on a essayé de s'en approcher le plus possible sur ce projet. Là, d'autres images. Bien entendu, les fraises aussi qui ont joué un rôle très important. Et donc là, voilà, il y a eu tout un travail de fabrication, puis après d'amidonnage, d'empesage, séchage, mise en forme, enfin repassage et mise en forme. Là, c'est la fraise effilochée que vous avez dans l'exposition, que vous pouvez voir dans les salles d'exposition en vitrine. Là, c'est plusieurs jours de travail, hein, c'est quasiment une semaine de travail sur la fraise en elle-même. Hein. Il y a à peu près une quinzaine de mètres de lin français, c'est une seule couche de lin, hein, vous voyez là, en rouleau, qui a été d'abord effiloché, ensuite froncé, cousu sur un pied de colle, ensuite amidonné, séché, voilà, et après mis légèrement en forme, mais on l'a laissé de la forme fraise à la confusion pour qu'elle soit très très foisonnante. Mais voilà, rien que l'étape de repassage et de mise en forme, c'était quasiment 2 jours. Hein, donc c'est un travail assez considérable. À l'époque, c'était quand même des lingères spécialisées là-dedans, donc elles étaient sans doute plus rapides. Elles faisaient ça toute la journée, elles étaient vraiment spécialisées sur le repassage et la mise en forme du lin. Mais nous, quand on tâtonne et qu'on essaye de retrouver les techniques, évidemment, ça prend beaucoup plus de temps. Donc voilà, donc d'autres images voilà, de la mise en forme. Que vous pouvez voir ici. Pour le costume féminin, c'est la même chose. Je me suis appuyé sur de l'iconographie variée des années 1620, donc beaucoup de Frans Hals aussi, Van de Ven encore ici. Et on a choisi d'illustrer ce costume caractéristique des femmes mariées des Pays-Bas, qu'on appelle le costume de vlieger. Le vlieger, c'est ce vêtement noir que vous avez ici et qu'on verra plus en détail, qui est une robe sans manches. Alors, les manches sont amovibles, en fait, mais à la base, c'est une robe sans manches, une robe de dessus sans manches. Et on verra toutes les couches qui sont nécessaires pour obtenir cette silhouette finale du costume de vlieger. Extrêmement élaboré et l'apanage des femmes mariées les plus aisées. Il me semblait important de faire cette séance d'habillage aussi pour vous montrer les costumes en mouvement et rappeler que ce sont des vêtements dans lesquels les gens pratiquent des activités, hein, comme là vous voyez ici en train de faire du patin à glace. Donc il ne faut pas imaginer nécessairement que c'est des choses qui sont très figées, dans lesquelles on n'arrive pas à bouger. Bien entendu, c'est des vêtements contraignants par rapport aux vêtements d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a quasiment plus de contraintes dans le vêtement comparé au siècle précédent. Donc ce sont des vêtements quand même qui maintiennent le corps, mais dans lesquels on peut quand même évidemment se déplacer, se mouvoir. Ils ne sont pas portés uniquement pour un portrait.
Donc voilà, on reviendra sur toutes les différentes couches. Je voulais juste vous montrer un exemple, variété d'iconographie, que ce soit des gravures, de la peinture, qui nous apportent voilà, des informations différentes. On voit les vêtements voilà, qui peuvent être posés sur le sol. J'aime beaucoup cette gravure où elle s'est emmitouflée dans un de ses jupons pour avoir chaud. C'est très pratique aussi, voilà, on voit quand il se casse la figure, on peut voir ah bah, voilà, la chemise en dessous, des fois ça nous donne une idée de couleur de doublure par exemple. Donc voilà, ça peut être difficile de rassembler ce genre d'iconographie qui peut être un peu rare et des fois on doit avoir recours à l'interprétation parce qu'on n'a pas forcément l'information exactement précise de ce à quoi ressemble le vêtement et je reviendrai là-dessus sur le cas du flireur notamment. Voilà, c'est des scènes extrêmement précieuses donc qui représentent des épisodes terribles de la guerre de 30 ans, hein, où des gens sont attaqués par des brigands, mais très pratique pour moi, puisqu'on leur enlève leurs vêtements, parce que les vêtements sont évidemment un des biens les plus précieux après la monnaie. Donc du coup, évidemment, les brigands, c'est la première chose qu'ils vont prendre, c'est les étoffes précieuses, mais ça nous permet de voir un peu les différentes couches du vêtement que peuvent porter les femmes sous ce qu'on peut voir d'habitude sur les portraits d'apparat, où on ne voit que la couche extérieure, en fait. Très important aussi, source très importante, les livres de tailleurs. On a un ensemble de livres de tailleurs, pas en France à ma connaissance, ou en tout cas ils ne sont jamais sortis des archives, mais on en a beaucoup pour toute un peu plus l'Europe de l'Est, l'Allemagne, la Pologne, la République tchèque, l'Autriche. Et donc je me suis beaucoup appuyé autant que possible sur les ouvrages même de l'époque qui me donnaient des indications sur la coupe et la façon dont les vêtements étaient faits. Parce que par exemple, pour faire la jupe du dessus, si je voulais me baser sur une jupe réelle, bon, bah, il y en a moins de 5 qui sont conservées aujourd'hui dans le monde et elles sont quasiment toutes de forme rectangulaire plissées à la taille. Mais quand on voit les ouvrages de tailleur, on voit que énormément de ces jupes en fait étaient en forme d'arc de cercle, en portion de cercle, demi-cercle, cercle complet, etc. Donc j'ai essayé de faire aussi une variété au niveau des coupes dans le vêtement que j'ai proposé, parce que c'est quelque chose que je pouvais voir à travers les peintures aussi, qu'il y avait une variété, et je voulais essayer de proposer ça aussi, même si ce n'est pas forcément visible dans l'exposition même, puisque on ne peut pas voir toutes les couches en même temps. Donc différentes techniques employées. Là, vous verrez la jupe tout à l'heure qui a des taillades dans le satin de soie. C'était le comble du luxe de pouvoir taillader des étoffes aussi précieuses et donc les fragiliser. Donc c'est une mode qui persiste depuis la fin du XVe siècle, tout au long de la Renaissance. Et qui va disparaître voilà, au milieu du XVIIe siècle, mais qui est encore bien en vogue dans ces années 1620. Donc j'ai fait ça sur la jupe du dessus, et on pourra le voir mieux tout à l'heure. Toujours des vêtements conservés qui nous sont parvenus. Celui-ci qui était retrouvé au fond de la mer, au large des Pays-Bas. Donc sans doute l'un des des rares exemples de Borst, hein, ce corsage caractéristique des Pays-Bas. Ici, la couche du dessus conservée dans ce naufrage au large de Texel. Voilà. D'autres ouvrages, voilà, Patterns of Fashion, publiés par la School of Historical Dress, où aussi on trouve l'analyse de ces types de vêtements, donc ce qui est extrêmement précieux quand on veut faire une reconstitution ou une interprétation qui soit le plus fidèle possible. Je ne m'appesantis pas du tout là-dessus parce que le plus important c'est l'habillage et on va pouvoir, je pense maintenant, faire rentrer nos mannequins et procéder voilà, aux différentes étapes. On va commencer avec un habillage il est déjà semi-habillé parce que la chemise que j'avais choisie pour l'exposition était très très courte, donc je me suis dit que j'allais lui épargner voilà, de monter sur scène juste en chemise. Mais donc il faut savoir que la couche de base, c'est donc pour les hommes comme pour les femmes la chemise. Tout le monde dans toutes les catégories sociales porte une chemise et évidemment la qualité et la blancheur de l'étoffe définit à quelle catégorie sociale vous appartenez et vous avez un très beau passage dans l'exposition qui raconte toutes les étapes de blanchiment du linge qu'on étend sur l'herbe, dans les prés, afin que le lin soit le plus blanc possible. Donc chemise en lin. Ensuite, il a des bas
de soie, qui sont ici en soie, c'est vraiment des bas de soie en soie tricotée qui ont été faits à la main et qui sont retenus par des jarretières, hein, que vous ne voyez pas, mais il y a des jarretières en laine qui retiennent les bas au niveau des genoux. Et ensuite, par-dessus, il va mettre donc ce qu'on appelle un haut de chausse. Donc, le costume est composé depuis le costume masculin est composé depuis le XIIIe siècle d'un pourpoint, on va dire sur toute la Renaissance, mais voilà, depuis la fin du Moyen Âge, le costume masculin est composé d'un pourpoint et d'un haut de chausse dont la forme va énormément évoluer au cours des siècles. Et là, on est sur la toute fin de vie du pourpoint et du haut de chausse, puisqu'il va être remplacé quelques décennies plus tard, hein, au milieu du XVIIe siècle, par la culotte et le juste au corps, qui sont l'ancêtre des vestes et des pantalons modernes, en quelque sorte, hein, du costume 3 pièces, hein, parce qu'on va avoir le juste au corps, la veste et la culotte. Mais à cette époque-là, c'est donc encore le haut de chausse, parce que donc ça, c'est les chausses. Et là, après, c'est des bas, mais avant, on avait des chausses qui pouvaient être taillées, et la partie haute, appelée le haut de chausse. Il a des poches, donc ça, c'est intéressant de le noter, hein, parce que souvent, on ne pense pas forcément à le mettre en relation avec des vêtements modernes, mais c'est très proche d'un vêtement moderne. Il y a des poches. La partie devant qui est boutonnée s'appelle une braguette, donc c'est la même chose qu'aujourd'hui. Vous n'avez pas la braguette très proéminente comme vous aviez à la Renaissance, hein, ça a disparu à la toute fin du XVIe siècle, hein. Là on est vers 1620, donc il n'y a plus ça du tout. Et vous remarquerez autour de la taille ces grandes agrafes. Donc dans les années 1620, on va commencer à remplacer les aiguillettes qui maintiennent le haut de chausse et le pourpoint ensemble par des agrafes. Et donc on verra comment on attache le pourpoint et le haut de chausse ensemble à l'aide de ces grandes agrafes. Donc par-dessus, la couche du dessus, c'est donc le pourpoint. Donc dans ces années-là, il a des très grandes basques, vous voyez, comme ceci, qui sont trapézoïdales. Vous remarquerez quand même les aiguillettes, hein, qui sont ici, mais elles sont purement décoratives. En fait, auparavant, ce système d'aiguillettes, donc ce qu'on appelle une aiguillette, c'est un ruban qui est terminé par un ferret, ici, en pointe. C'est un système d'attache, voilà, qui existe depuis le Moyen-Âge. Et dans les années 1620, ça commence à devenir un peu obsolète. Et on va continuer à préserver les aiguillettes pendant quelques années, mais elles sont purement décoratives. Et on maintient le pourpoint à haut de chausse avec des grandes agrafes et des œillets en métal qui sont situés à la taille. Vous remarquez aussi la quantité non négligeable de boutons, hein, qu'il va falloir boutonner. Donc, hop, je vais te demander de mettre les deux bras, voilà, en arrière, ce sera plus facile. Et Stéphanie va m'assister, voilà, on va commencer par le... Hop là, alors il faut qu'on voit, comme il n'a pas été fait pour lui, il faut qu'on voit si on arrive à remonter en entier ou pas. C'est pas garanti. On va peut-être pas accrocher les aiguillettes du dos si jamais c'est trop serré. On peut mettre celle de côté par exemple. Parce qu'évidemment le costume n'a pas été fait à ses mesures à lui. Hop, non, même celle-là, elle ne veut pas. Voilà, je vais prendre celle-là. Donc le pourpoint et le haut de chausse sont en laine, tous les deux. Donc le drap de laine, l'industrie du drap de laine était évidemment une des industries textiles les plus importantes à cette époque-là, au début du XVIIe aux Pays-Bas. Et donc c'est pour ça qu'on a voulu le faire dans un beau drap de laine noir, hein, qui soit de la meilleure qualité. Donc c'est des vêtements qui ont des attaches un petit peu partout. Vous remarquez, donc on a déjà, voilà, une première petite tassette qui permet de bien ajuster le pourpoint sur le devant. Hop là, voilà. Et après, alors le mieux c'est de commencer par le bas. Si tu veux, tu peux lui boutonner ses manches aussi, parce qu'il y en a aussi sur les manches. Donc, évidemment, je vous ai dit, normalement, tout était fait à la main, les boutonnières à la main. Donc, ça représente un travail
quand même considérable. Ça, les boutonnières ont donné généralement ça à faire à l'apprenti, hein, c'est là-dessus qu'ils se formaient la main. Les tailleurs, généralement, ne travaillaient pas seuls, ils avaient toujours au moins un apprenti avec eux, et certains dirigeaient des ateliers entiers, et ce qui leur permettait d'effectuer le travail quand même assez rapidement et de manière efficace. Le maître tailleur se contentait parfois de couper et même ne cousait quasiment pas selon la taille des ateliers. Donc là, voilà, vous voyez les aiguillettes qui sont entièrement décoratives. Vous en avez une autre sur le devant. Et là, ce qui manque au costume et qui pourrait également avoir, c'est bien entendu une ceinture avec un ceinturon auquel pendrait par exemple son épée. S'il était en capacité, en droit de porter une épée. Là. Alors. Moi, je n'oserais pas. Mais Sébastien... C'est un vêtement très ajusté. Donc, tant que tu es... Alors, voyons voir. Non, je pense qu'on ne pourra pas le boutonner en entier. On pourra aller un petit peu plus haut. Parce que voilà, vous voyez que le col est extrêmement haut également. Donc voilà, là, ce ne sera pas possible pour ce soir. Mais voilà, il faut imaginer quand même un vêtement quand même relativement contrairement. Généralement, dans les films, vous voyez que tout est ouvert, la chemise est ouverte, c'est beaucoup plus sexy, c'est beaucoup plus... Mais à l'époque, on a quand même un rang social à tenir. Donc, on maintient ces vêtements fermés, sauf quand on est dans l'intimité chez soi. Et là, on peut le voir dans certains tableaux où on peut lâcher les aiguillettes, où on ouvre les pourpoints et où ils sont beaucoup plus libres. Alors, bien entendu, vous avez des éléments de lingerie. Donc, ici, vous avez des poignets qu'il faut donc épingler. Hop, j'ai pas pris ma petite boîte d'épingles. Là, comment on épingle. Donc on met là. Il faut peut-être que je défasse un ou deux boutons. Et donc on met les poignets à l'intérieur. Là, on le rentre. Il faut le croiser, ce qui n'est pas forcément évident. Donc, et bien entendu, la qualité de la lingerie, la qualité de la dentelle, là aussi définit votre statut social. Mais il ne faut pas imaginer que ce genre d'accessoire est réservé uniquement à l'élite. Hein. Ce qui définit en fait votre richesse, c'est la finesse et la blancheur du lin ou de la dentelle. J'ai juste mis une aiguille, une épingle pour... aller vite pour que ça puisse tenir. Là voilà, je pense que c'est assez serré pour que ça puisse tenir. Bien entendu, l'ensemble ne serait pas complet sans une fraise. Alors là, on n'aura pas l'effet maximum puisqu'on ne peut pas fermer complètement le col, mais on le rentre, donc on rentre le bord de la fraise à l'intérieur du col. Là. Et puis là, du coup, je vais mettre une petite épingle pour le maintenir. Donc là, c'est une fraise, c'est une collerette tombante, hein, celle-ci. Et donc, elle est à triple rang. Je vais vous montrer juste après. Je mets juste un petit... Hop, une petite épingle à l'intérieur. Voilà. Et on va tricher, on va mettre une épingle devant, et comme ça, on aura l'impression que c'est fermé. Donc, l'usage des épingles est quand même très, très répandu. On épingle beaucoup de choses sur les vêtements. Et donc, vous voyez, il y a 1, 2, 3 rangées de lin qui est plissé et bordé de dentelle. Là, je me suis basé sur un exemple qui appartenait au roi Gustave II de Suède, donc quand même quelque chose
quelque chose de très riche pour quelqu'un avec de bons moyens. Puisqu'évidemment, on ne voit pas les couches de dessous, donc on est vraiment dans l'apparat le plus total. Hop. Et alors, il faut savoir qu'il pourrait avoir une couche encore par-dessus, puisqu'on pouvait porter une casaque, on le voit sur beaucoup de tableaux, qui est une sorte de grand pourpoint un peu lâche, avec souvent des manches pendantes. Et bien entendu, un manteau, donc une cape, qui est donc complètement circulaire. C'est l'élément le plus lourd, hein. C'est substantiel, hein, le poids. Voilà, si je le passe à Stéphanie, voilà, c'est quand même assez lourd. Je pense qu'elle fait quand même... Elle doit faire entre 1 et 2 kilos, hein, je pense. Donc en laine, en satin de laine, et doublé avec de la soie. Voilà. Donc on peut lui... Voilà, on peut lui mettre lui installer sur l'épaule. Et puis je vais lui épingler sur le pourpoint. Et puis hop là. Tuc, tuc, tuc. J'ai pas précisé, le pourpoint est également doublé en soie. Mais donc comme vous avez pu l'apercevoir sur les images, il y a plusieurs couches effectivement d'entoilage à l'intérieur, de lin, donc c'est pas juste 2 couches de tissu, hein. C'est pour ça que c'est un vêtement quand même assez épais. Et après, les hommes avaient pour habitude de se draper de manière plus ou moins artistique à l'intérieur. Donc vous voyez qu'avec autant de couches là, de vêtements, c'est difficile de s'habiller seul, hein. C'est mieux d'avoir quelqu'un qui vous aide. Après, bon là, je vous présente toutes les couches. Vous pouvez préparer votre habillement. Vous pouvez avoir le pourpoint et les autres choses déjà solidarisées ensemble. Vous pouvez pré-épingler vos manchettes. Il y a différentes choses que vous pouvez faire. Et l'ensemble ne serait pas complet donc sans un couvre-chef. Donc, on va lui mettre son beau feutre en laine. Vous voyez, ça complète vraiment l'ensemble. Bien entendu, j'ai oublié les jarretières. Donc, j'ai oublié un élément très important. Donc, des jarretières décoratives sur le côté. Après, vous pouvez avoir des jarretières extrêmement compliquées avec des rosettes, avec différents nœuds. Je l'ai fait à l'envers. Ça ne va pas du tout. Hop là. Voilà. C'est mieux. Hop là, je peux régler ça. Et tu peux présenter, si tu veux, les chaussures qui sont là. Donc il y a une paire de chaussures, mais évidemment qui ne sont pas sa pointure. Donc tout à l'heure, on essaiera tout à l'heure quand il défile, de lui faire porter comme une paire de mules. Mais voilà, là je vais pas lui infliger ça pour le moment. Mais donc des chaussures qui sont aussi maintenues avec des aiguillettes et une jolie petite rosette en soie sur le dessus. Donc voilà, donc là ça complète vraiment la tenue. Le mieux évidemment pour s'habiller, et comme on le verra juste après, c'est de mettre les chaussures quasiment une fois qu'on a mis le haut de chose, parce qu'une fois qu'on porte le pourpoint, on ne peut plus se pencher complètement comme ça pour faire ses lacets. Donc là tout ce que tu pourrais faire, c'est faire une révérence, mais voilà, c'est à peu près tout. Enfin d'ailleurs ce serait plutôt comme ça. Et le chapeau, en enlevant le chapeau bien entendu. Voilà. Ça va être considérablement plus complexe pour le costume féminin, puisqu'il y a une accumulation de couches assez considérable. Vous voyez qu'elle a une chemise extrêmement longue. On va lui mettre un premier jupon, donc, qui est en laine écarlate. Écarlate, c'est défini donc non seulement la couleur rouge, mais c'est vraiment propre à la laine. Donc la couleur rouge était souvent associée à il y a un côté un petit peu magique, protecteur. Donc on trouve souvent des jupons qui sont de couleur rouge. On pensait que ça tenait plus chaud
également. Donc c'est vrai que dans les peintures, c'est quelque chose qu'on voit souvent. Et elle aussi, elle a des poches. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose, voilà, ici et là. Voilà, donc le jupon a des poches, ça pouvait être des simples ouvertures et on pouvait porter des poches qui sont amovibles et accrochées à la taille. Mais comme les vêtements à l'époque sont faits, les vêtements féminins sont faits également par les tailleurs, ils ont tendance à utiliser les mêmes techniques pour les vêtements, que pour les vêtements masculins et souvent ils intègrent les poches directement dans les jupons. Ce n'est pas avant le milieu du XVIIe siècle qu'il va y avoir une séparation et que les femmes vont commencer officiellement à faire des vêtements de femmes et les hommes des vêtements d'hommes. Et encore, je ne sais pas quelle est la situation aux Pays-Bas, ça c'est en France, mais aux Pays-Bas, je ne sais pas exactement de quelle manière ça évolue. Mais c'est vrai que ouais, jusqu'à cette époque-là, vers 1620, c'est les hommes qui font aussi bien les vêtements féminins que masculins. Alors ça, je peux le faire le devant. Donc là, ce que vous voyez, c'est ce qu'on appelle un vertugadin plateau. Si tu veux, tu peux passer les aiguillettes à la taille. Donc un vertugadin plateau, c'est une évolution, en fait. Le vertugadin va évoluer. Donc c'est un support, c'est un vêtement de dessous qui va servir à soutenir les couches supérieures. Et donc, il apparaît en Espagne à la fin du XVIIe siècle, mais c'est une jupe conique avec des cerceaux. Et sur la fin du XVIe siècle, on va voir commencer à apparaître ce vertugadin en plateau ou tambour, qui lui est plus plat et dont on n'a pas d'exemple conservé. Donc là, je suis uniquement sur de l'interprétation, je me base sur une gravure de Van de Ven qui représente, à mon sens, un vertugadin, et il est confectionné en lin. Et ce que vous voyez ici, là, les boudins, les supports, en fait, ce sont des roseaux, en fait, des joncs. À la base, c'était un balai, hein, donc vous imaginez, voilà, donc donc des tiges de plantes qui sont maintenues ensemble avec un fil de lin et après que j'ai enfermé dans une gaine de lin également. Je crois qu'il n'y en a que 3, c'est bon, c'est ça. Voilà. Et donc là, si Justine se tourne, vous pouvez voir en fait. Non, en fait, il faut les laisser ouvertes parce qu'il y a encore une autre couche. Oui, c'est vrai. En fait, il y a des aiguillettes qui passent à travers toutes les couches de jupons et qui permettent de maintenir tout ensemble afin que ça bouge le moins possible. Puisque donc ensuite, elle a une autre jupe de dessous qui est aussi en soie, qui elle est ouverte. Alors les inventaires néerlandais visiblement mentionnent beaucoup ces jupes ouvertes sur le devant. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les inventaires. C'est vrai que c'est une source également précieuse, tout ce qui est source écrite, inventaire après décès, compte. Et c'est vrai que c'est des sources qui parfois nous aident à combler les manques de l'iconographie. Hein. Il faut essayer de rassembler le plus d'éléments possibles. Et là, par contre, il n'y a pas de poche, mais il y a bien une ouverture pour pouvoir accéder aux poches qui sont dessous. Donc là, on passe les aiguillettes et après, on les passera dans le corps baleiné. Donc, il ne faut pas encore faire le nœud. Donc voilà, donc, jupon de dessous en soie. Et vous avez donc ce qui va être l'une des pièces maîtresses pour obtenir la silhouette. On a un corps baleiné, donc avec une pièce d'estomac qui est séparée, donc qui est en soie, en satin de soie, doublé en lin, qui à l'époque aurait été baleiné avec des baleines en fanon de baleine, puisque c'est la mode depuis la fin du XVIe siècle, hein, ou potentiellement aussi encore des joncs, hein, comme on a dans le vertugadin. Là aussi, ça dépend de votre statut social. Bien évidemment, là, je n'ai pas des vraies baleines, hein, ce sont des baleines synthétiques en plastique, hein, puisque il est bien entendu strictement interdit d'utiliser la baleine qui était une espèce protégée. Et si vous utilisez des vieux fanons de baleine, que vous flotterez en stock du début du XXe siècle, généralement ils sont devenus tout secs et rigides et ils cassent plus facilement. Alors qu'à l'époque, un fanon de baleine, c'est en kératine, donc c'est comme vos ongles, donc c'est quelque chose qui, quand il est sculpté, chauffe avec la chaleur du corps et ça vous permet d'avoir quelque chose de très
flexible au niveau du corps, donc ça va permettre de structurer, c'est une pièce de vêtement qui est structurante et contraignante, mais qui n'est pas non plus un carcan complètement rigide comme on peut l'imaginer. Il n'y a guère que des cordes courts qui peuvent être extrêmement rigides. Le but du corps baleiné, là, n'est pas de réduire la taille, mais vraiment d'apporter une structure au haut du buste et lui apporter une solidité. Donc il est lacé en spirale, c'est pas lacé en croisée comme on imagine les corsets modernes. C'est très différent des corsets qui apparaissent au XIXe siècle. C'est vraiment pas la même fonction, c'est pas les mêmes formes. Et ce n'est pas non plus un vêtement porté uniquement par les élites, contrairement à ce qu'on pourrait penser. On le voit très bien dans les sources écrites comme dans les sources iconographiques. Toutes les couches de population, toutes les femmes peuvent potentiellement porter des corps balénés dans lesquels elles pratiquent les activités de la vie de tous les jours. On a beaucoup de représentations de porteuses d'eau, de femmes qui vont marcher avec leur corps baléné, qui travaillent. Ce n'est pas un vêtement qui vous empêche de travailler. Et la plupart des gens qui pratiquent la reconstitution historique et qui en portent sur des événements, souvent disent à quel point ça leur apporte un soutien, un support qui est indispensable. Et elles trouvent que c'est un vêtement qui parfois même peut être quasiment plus confortable, c'est dire qu'un soutien-gorge moderne, parce qu'elles n'ont pas les baleines forcément qui leur rentrent dans les côtes. Mais voilà, moi j'en ai pas fait j'ai porté un corps baleiné une fois, donc, mais pas de façon assez longue pour pouvoir faire un témoignage plus élaboré. Mais en tout cas, voilà, c'est juste pour dire que ce n'est pas l'instrument de torture qui est souvent dépeint par des actrices en manque de publicité, qu'on peut souvent voir dans des articles à sensation. Je pense que là, on va pouvoir commencer à mettre la pièce d'estomac qui va venir combler l'espace sur le devant. Voilà. Donc, vous voyez, voilà, comme le lassage est fait en spirale. Oui, on va resserrer un petit peu après, légèrement. Mais comme j'ai dit, ça n'a pas besoin d'être extrêmement serré et contraignant. C'est vraiment juste pour apporter une structure, pour pouvoir donner la forme correcte au borst du dessus. Là, on va pouvoir resserrer juste un petit peu, histoire que ça tienne. Donc vous voyez la longueur de lacet qu'il faut pour pouvoir... Là, donc c'est un lacet moderne, mais à l'époque, il faut imaginer qu'on aurait un lacet en soie tressé, pareil. Ça demande des techniques de tressage qui sont quand même assez complexes. Et je sais que mes collègues, quand ils ont voulu obtenir un lacet de cette longueur-là, en le tressant, ils ont dû aller dans le parc et se servir d'un arbre, puisque la longueur à la base du fil de soie était gigantesque, et ils étaient à plusieurs pour maintenir la tension et tresser le lacet. Donc c'est quelque chose d'assez contraignant à fabriquer. Évidemment, là encore une fois, c'est un corps de métier spécialisé qui aurait fabriqué des lacets. Et donc voilà, si Justine, tu veux bien 2 mètres de dos pour pouvoir montrer. Là, on a attaché les aiguillettes qui maintiennent donc toutes les couches ensemble. Et comme ça, rien ne bouge, ça ne va pas tomber. Tout est maintenu grâce au corps baleiné. Mais bien entendu, ça ne suffit pas d'avoir 2 jupons. Donc, nous allons rajouter la jupe de dessus. Et donc, vous voyez que là, qui est extrêmement volumineuse, qui est en taffetas de soie changeant, tailladé, comme je l'ai vu, donc basé sur un tableau de Van Ravenstein qui est au Musée des Beaux-Arts de Lille, doublé avec une toile de soie rouge, puisqu'évidemment, pour se voir à travers les taillades, vous retrouvez des bandes de velours à l'ourlet, ce qui est extrêmement commun. Quelle heure est-il ? On est bien, très bien, parfait. Et donc là, je m'étais basé pour faire cette jupe sur un patron qui était publié, enfin un patron original du XVIIe siècle. Et il y a 8 panneaux de soie exactement comme sur le patron d'origine. Et en tout, je ne sais plus combien ça faisait d'ourlet, ça faisait 6 mètres d'ourlet, je crois, quelque chose comme ça. Donc il y a comme une quantité quand même assez importante de soie. Donc ça fait une jupe qui est
voilà, qui a de la substance, hein, qui a quand même un petit peu de corps. Je pense qu'on va le passer par-dessus, ouais, parce que c'est largement ouvert. Là, je pense qu'on peut se rapprocher un peu, parce qu'on est très loin au fond de la scène. Hop là. Ouais, on peut lasser d'abord devant. Donc là, j'ai opté pour voilà, une croisure fermée, enfin croisée, une ouverture croisée. On ferme devant et derrière. Ça permet un plus grand ajustement en fait, du jupon. Comme ça, on peut le porter dans différentes occasions, notamment quand on est enceinte. De la même façon, le corps baleiné était porté par les femmes enceintes. Ce qui pouvait varier, c'était la forme de la pièce d'estomac. Du coup, on en a un qui est conservé comme ça à Claydon House en Angleterre. Et donc, il y a une pièce d'estomac qui est identique en haut et qui ensuite devient comme ça complètement circulaire, ce qui fait qu'on pouvait agrandir l'ouverture du corps baleiné jusqu'à un certain point de la grossesse, bien entendu. Mais voilà, ça pouvait permettre de porter quand même le corps baleiné qui après vient se courber. Encore une fois, les baleines sont souples, donc le corps baleiné venait se courber et s'appuyer sur le haut du ventre. Et on a quelques représentations en Angleterre parce qu'il y a une mode entre les années 1590 et 1620 des femmes enceintes pour montrer des questions de fertilité notamment. Et donc on a tout un ensemble de tableaux qui représentent des femmes comme ça enceintes. Et on voit qu'elles portent un corps baleiné dessous. Ouais, on peut enlever la chaîne. Donc là, pour le bas est complet, donc tout va bien. Donc vous voyez le volume hein, qu'on a avec tous les jupons et le vertugadin. Et maintenant, on va venir voilà, cette pièce qu'on appelle le borst en néerlandais, ce qui veut tout simplement dire corsage, hein, je crois, enfin, poitrine, voilà, merci. Et donc qui est lui aussi baleiné à l'intérieur. Donc là est doublé avec du lin glacé, identique. Là, j'ai essayé de suivre le plus proche les techniques d'assemblage et les matériaux qu'on trouvait sur des exemples originaux qui sont conservés à Darmstadt. Sur le devant, sur les exemples qu'on voit sur les tableaux, souvent ils sont richement brodés. Je n'ai pas le talent et je n'avais pas le temps ni le budget d'avoir un exemple entièrement brodé, donc j'ai un petit peu triché avec un brocart, un petit peu ancien, donc quand même un brocart avec du vrai fil métallique, avec des motifs qui sont très proches de ce qu'on pouvait trouver dans les années 1620, c'est un tissu ecclésiastique à la base, mais ça donne l'idée de ces corsages extrêmement riches qu'on pouvait porter à cette époque-là. Certains ont des manches, certains sont sans manches, certains ont des manches attachées, certains ont des manches amovibles. On trouve toutes sortes de variantes à l'époque. Moi là j'ai opté pour un modèle sans manches. Et donc vous voyez tout de suite la forme se crée immédiatement. Et donc si tu veux bien on peut mettre de profil. Voilà. Et donc après on le lasse dans le dos. Et vous voyez en fait le corps baleiné va nous aider parce que quand on n'a pas de corps baleiné en dessous, pour venir apporter la tension et resserrer dans le dos, c'est pas extrêmement facile. En fait, quand on voit les représentations, on ne sait pas si elles ont corps baleiné en dessous. Les sources écrites ne le sont pas précises non plus, on n'en a aucune idée. Là, c'est l'expérience qui m'a permis de le voir, parce que j'ai essayé, pour une autre séance d'habillage, de mettre le borst sans corps baleiné, et j'ai vu que c'était extrêmement compliqué. En fait, j'avais pas assez... Comme le dos, c'est juste 2 couches de lin très fines, sans rien, sans baleine, j'avais vraiment pas assez de force et de tension pour maintenir le dos s'écarter. Enfin, ça tirait beaucoup trop sur le tissu. Et c'est là où le corps baleiné de dessous m'a aidé pour pouvoir habiller correctement la silhouette sur un être humain. Si vous le faites sur un mannequin, ce qui est sculpté, qui ne bouge pas, la première fois que je l'ai fait, je n'avais pas de corps baleiné, et donc sur le mannequin qui est rigide, il n'y a pas de souci. Mais je me suis rendu compte que sur un être humain, ce n'était pas exactement la même chose, et que j'avais vraiment besoin de ce corps baleiné pour apporter le soutien et aider à la silhouette nécessaire. Donc c'est là où on peut voir qu'une pratique comme la reconstitution peut nous aider dans la recherche de ces différents vêtements, là où les autres sources sont manquantes. Après, ça reste une hypothèse, hein,
qu'on est libre de discuter ou de réfuter. En tout cas, moi, voilà, dans mon expérience, je me rends compte que c'est quand même beaucoup plus pratique avec un corps baleiné dessous. Pour la forme du corps baleiné, je me suis basé sur des exemples qui sont en Angleterre, parce qu'on n'en a pas conservé aux Pays-Bas. Y a pas pour cette époque-là, on a quelques rares borstes, mais on n'a pas les corps baleinés de dessous qui nous sont parvenus. Je pense qu'on va pouvoir le resserrer à fond. Là, vous voyez comme elle porte le corps baleiné dessous, voilà, il n'y a rien du tout qui... Elle respire encore. Voilà. Ça va? Après, c'est vrai que là aussi d'expérience, parce que là, vous me voyez en vêtements modernes, j'ai failli venir avec mon vêtement espagnol 1630. Mais voilà, d'expérience, les tissus naturels vous aident à respirer et à supporter la chaleur beaucoup plus facilement que les tissus synthétiques. Si j'avais fait ce vêtement entièrement en polyester, je pense que là, déjà, Justine aurait énormément de mal à respirer et à supporter la chaleur. Là, je fais juste un petit nœud sur l'arrière pour maintenir le borst. Ça va être bien quand vous allez défiler à l'extérieur, ça va être frais. Hop là. Et donc maintenant, la pièce maîtresse, bien entendu, du costume qui lui donne son nom, le fameux flireur. Et donc là, c'était extrêmement compliqué parce qu'on n'en a pas qui sont conservés. On ne sait pas exactement à quoi il ressemblait ou comment il pouvait être coupé. Donc là, j'ai dû faire un assemblage de théories, d'interprétations entre des pièces existantes qui sont des robes de dessus qui sont conservées actuellement au Victoria and Albert Museum à Londres, qui ont un dos plissé comme ça. On a très peu de représentations, on voit précisément le dos du flireur. Donc, on voit que c'est quelque chose qui est plissé. Par contre, est-ce qu'il est plissé de manière aussi organisée que je l'ai fait là avec des plis plats? Est-ce que c'est plutôt froncé? On ne sait pas. Et vraisemblablement, plusieurs variantes existaient, bien entendu, à l'époque. Donc ça, là, c'est ce que j'ai choisi de faire. Donc c'est là aussi où on peut voir les difficultés, les limites. J'ai essayé de rassembler vraiment le plus de sources possibles. Mais là encore, voilà, c'est une interprétation que je vous propose. Je ne vous dis pas c'est exactement ce à quoi ça pouvait ressembler à l'époque, mais c'est une hypothèse que je vous propose qui ressemble le plus possible à ce qu'on peut observer sur les tableaux, les gravures de l'époque, et qui correspond également à des techniques contemporaines qu'on retrouve sur d'autres vêtements similaires, mais qui ne sont pas exactement des flireurs. Les manches sont donc détachables. Là, je ne vais pas les détacher pour des questions de temps, je vais juste en détacher un petit peu. Voilà. Donc elles tiennent avec des agrafes, mais donc ces manches qui sont en satin de soie sont entièrement détachables, et donc on pouvait varier le type de manche. Si j'avais eu assez de tissu, j'aurais pu faire par exemple des manches qui seraient assorties au tissu du borst. Et on pouvait donc varier évidemment les plaisirs sans avoir à renouveler entièrement sa garde-robe. C'est une technique qui est pratiquée là aussi depuis le Moyen-Âge. Ça n'a pas été inventé aux Pays-Bas au XVIIe siècle. C'est une méthode extrêmement courante. Et c'est vrai que dans les inventaires après décès, notamment royaux, on voit qu'ils ont souvent beaucoup plus de paires de manches qu'ils n'ont de robes de dessus. Ouais. C'est plus facile. Voilà. Là, je pense qu'on peut montrer sur le dos pendant qu'on accroche le devant, les aiguillettes. Donc il y a deux aiguillettes sur le côté qui nous permettent, on peut te mettre de profil, voilà. Donc deux aiguillettes sur le côté qui permettent d'ajuster le flireur au borst. Hop là. Je vais essayer de passer la chaîne, on ne va pas le nouer tout de suite. C'est quelque chose qu'on voit aussi sur les tableaux, ces aiguillettes, pas sur tous. Et donc sur beaucoup, on voit qu'elles portent
des chaînes autour de la taille. Donc j'ai fait une petite ouverture qu'il faut que je retrouve là dans l'ombre. Voilà. Pour essayer de passer de l'autre côté. Là. Non, là c'est vraiment un vêtement qu'il n'est pas possible d'habiller seul. Hein. Je pense qu'on va passer l'aiguillette, voilà, on va passer l'aiguillette dedans en étant bien ajusté sur le niveau du dos. Oui, c'est ça. Ouais. Okay. Voilà. Bon, évidemment, là, c'est juste une chaîne en laiton. Il faut imaginer à l'époque que c'était une chaîne en or, avec potentiellement des bijoux qui pouvaient être accrochés au bout. Donc, quelque chose d'extrêmement précieux. Et on a une autre petite aiguillette sur le devant pour le maintenir en place. S'il y a un mot à retenir, là, c'est bien aiguillette. Ça, je pense que je l'ai dit une centaine de fois déjà ce soir. Si vous ne saviez pas ce que c'était. Et donc, et au bout des aiguillettes, les ferrets. Vous savez, dans les Trois Mousquetaires, quand ils parlent des ferrets de la reine, c'est ça, des ferrets. Alors, les ferrets de la reine, c'est évidemment une version avec des... Il y en a qui sont de plus grande dimension, avec des diamants dessus, qui sont décoratifs. Mais les ferrets de la reine, c'est pas un collier ou tout ça. C'est quelque chose de triangulaire et pointu, avec des bijoux dessus. Et on accrochait, il faut imaginer, voilà, pour les Trois Mousquetaires, c'est des ferrets décorés précieux, des bijoux précieux qu'on pouvait mettre aux manches ou sur le devant, par exemple sur le devant de l'ouverture de la robe, dans des aiguillettes extrêmement élaborées et riches. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup, en plus avec Anne d'Autriche, on voit beaucoup sur les portraits français ou autrichiens de l'époque. Là, pour gagner du temps, je lui avais déjà mis ces petites manchettes. Je vais lui mettre ça. Non, je mettrai la coiffe en dernier, parce que je ne vais pas m'embêter. Hop. Bien entendu, la fraise, autre pièce extrêmement symbolique de cette mode néerlandaise. Donc ici, là, on a une dizaine de mètres à peu près qui est assemblé, vous voyez, donc avec ces gaudrons en forme de 8. Donc tout ça a dû être, ça a été ourlé à la main, amidonné, mis en forme par mes collègues de la School of Historical Dress, et avec les épingles encore qui maintiennent les gaudrons. À l'époque, si on était extrêmement riche, on pouvait se permettre de ne pas avoir d'épingles. Si quelqu'un avait bien amidonné la fraise, elle pouvait tenir au moins la journée sans se défaire. Là, pour des questions pratiques, j'ai laissé les épingles. On a quelques tableaux qui montrent quand même aussi les épingles en place. C'est un système pratique là, pour pouvoir maintenir les gaudrons sans avoir à les refaire tout le temps. Parce que sinon, il faut imaginer qu'à la fin de la journée, quand tout a bougé, voilà, c'est un peu compliqué. Donc voilà, je n'avais pas envie d'avoir tout à refaire à chaque fois. Oh, je n'ai pas montré. Pardon, je vais le renlever. Je vais montrer. La fraise était sur un support de fraise, un support tasse. Et donc, ce support de fraise est en laiton, qui est, pareil, entouré de fils de soie et d'autres fils de laiton décoratifs, et elle est maintenue à ce support. C'est pas lourd du tout, comme Stéphanie peut en témoigner, parce qu'elle l'a porté tout à l'heure. Donc, c'est pas lourd, mais c'est juste le support de fraise permet de maintenir la fraise bien à plat. Parce que sinon, malgré l'empesage, elle risque de s'effondrer. Hop, je vais rajouter là, une petite... On va l'accrocher sur l'extérieur. La fraise pouvait aussi être maintenue par une aiguillette sur l'arrière. Là, j'ai pas prévu de système extrêmement compliqué. Et puis en plus, j'ai pas agrémenté mon col. J'ai pas construit mon col de cette façon-là. Mais on a des exemples où la fraise peut être maintenue sur l'arrière du col avec une aiguillette. Là, moi, je vais juste lui mettre une petite épingle pour la maintenir en place. Plein. Parce qu'on n'a jamais assez d'épingles. Là.
pas que je l'oublie tout à l'heure quand on voudra l'enlever. Ceci dit, je dis ça, mais en fait, ce qui me laisse entendre que souvent, ils pouvaient laisser la fraise directement attachée sur le flireur. Il y a une gravure très très nette où elle s'est déshabillée, elle a posé son flireur sur le côté, et on voit que la fraise est encore accrochée sur le haut du col du flireur. Donc il y a vraiment des choses qu'on pouvait laisser maintenues en place ensemble, sans avoir à tout défaire. Enfin, la coiffe, donc, qui est posée sur un no-riser, donc, qui est un petit élément en métal, là aussi en laiton recouvert de soie. C'était plus souvent généralement en acier ou en laiton doré. Et donc on place par-dessus les oreilles, d'où le nom de Ohrheiser, qui signifie oreille, je sais pas. Fer d'oreille, merci. Et donc qui aide à maintenir la coiffe en place. Donc on le place juste au-dessus des oreilles. Là aussi on peut le maintenir aux rubans qui sont sur la tête. Je vais juste l'ajuster pour toi. Hop là. Et c'est quelque chose qui existe encore alors plus sous cette forme exactement, mais qui existe encore dans le costume traditionnel aux Pays-Bas. On trouve toujours cet élément, le Ohrheiser, aujourd'hui dans le vêtement traditionnel. Là, je vais lui mettre une petite épingle pour changer. C'est bien qu'un ruban finalement sur les cheveux. Ouais, mais en fait, j'avais un ruban, mais c'est celui que j'ai utilisé pour les jarretières du Haut-de-Chose tout à l'heure. Je me suis souvenu quel était ce ruban. Non, ça ne va pas tenir. Je vais juste le laisser comme ça, et puis advienne que pourra. Ah non, mais sinon j'ai... Ah, je suis tombé toutes mes épingles. Voilà. Je vais pouvoir lui passer un petit... Il y a un petit cercle qui sert exactement à ça. À passer un ruban sur le dessus de la tête. Oups. Voilà. Hop là. Oups. J'ai mon ruban qui se fait la malle. Là. Hop là. Extrêmement délicat. Donc normalement c'était forgé à la dimension de la personne. Donc du coup ça s'adaptait plus facilement. Je vais te remettre le ruban après. Ouais. Là, il faut juste le passer sur le dessus de la tête, en fait. Pardon. Voilà, il faut que ça tienne bien. Hop là. Voilà, je fais un nœud de ce côté-là. On fait un nœud de chaque côté. Ouais. Voilà. Et là, ça tient. Voilà, et là. Voilà. Ça ne tombera plus. Voilà, comme ça il tient en place. Et enfin la coiffe. Alors pareil, la coiffe qui a été faite pour le mannequin, donc n'a pas été faite pour la tête de Justine, donc je ne pense pas qu'elle sera exactement ajustée comme il se doit. C'est pas trop mal. Et devinez quoi, on va utiliser des épingles pour le maintenir en place. Alors, on va la centrer. Voilà, je veux bien que tu la tiennes là, ici, de ce côté-là. Et je vais juste me passer une petite épingle derrière. Là. Et une autre de l'autre côté. Voilà. Et donc... Bon, je vous montre pareil la paire de chaussures. J'ai une paire de chaussures qui n'est pas adaptée, donc elle mettra des chaussures modernes pour ne pas glisser tout à l'heure. Mais voilà, bien entendu, une paire de chaussures qui ressemblerait à celle-ci, portée. Là encore, les chaussures, c'est quasiment ce qu'on peut mettre en premier une fois qu'on a mis les bas et la chemise. Parce que sinon après il faut se glisser sous les jupons, c'est pas extrêmement pratique. Donc généralement dans les séquences d'habillage, c'est les chaussures qu'on met quasiment en premier pour des raisons pratiques. Là elles sont pas à sa taille, donc je vous les montre juste, mais imaginez qu'elle porte des chaussures semblables sous tous ces jupons. Mais à part ça,
elle est maintenant prête à pouvoir sortir dans le monde. Donc, vous pouvez voir là, je lui ai drapé son manteau de manière un peu artistique. C'est vrai qu'il faisait beaucoup de variantes comme ça. Il le drapait de différentes façons. Donc voilà, je me suis permis de faire quelque chose d'un petit peu différent de ce que vous pouvez voir dans l'exposition. Donc si vous voulez, là, vous pouvez aller jusqu'au bout et revenir. Alors là, oui, pour accéder aux poches, elles sont... c'est un petit peu sur l'arrière, il faut un petit peu... voilà, quelque chose que vous ne verrez jamais sur les portraits. Pas très 17e comme pose, mais vous pouvez voir que... voilà, on peut se déplacer, on peut bouger sans problème. Je pense que je peux défaire ton manteau, et voilà, et après tu peux, voilà, si tu veux, tu peux jouer avec et montrer l'ampleur de ton manteau. Voilà, allez-y. Imaginez que vous êtes en train de faire du patin à glace. Il fallait mettre un peu de savon. Je vous remercie d'être venu ce soir.